Bonjour et bienvenue sur le podcast Ces femmes qui osent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour Tina. Coralie qui a fait le déplacement depuis la France, enfin la France proche de la Suisse, mais quand même la France, pour venir me rejoindre ici au Centre Taoma pour répondre à quelques questions de la part de cette femme qui m'inspire énormément et qui, je suis sûre, en inspire plein d'autres. On va d'ailleurs parler de ça aujourd'hui, de l'inspiration en tant que prof de yoga, de comment trouver sa voie, de comment oser sortir des cases peut-être aussi, et puis voilà, kiffer sa vie de prof de yoga tout simplement. Donc Coralie, si t'es d'accord, je vais commencer par raconter comment on s'est rencontrés. T'es OK ? Absolument. Avec ma baguette magique, hein, bien sûr. Alors, Coralie et moi, on s'est rencontrés, tu m'as dit l'autre jour le nombre d'années, je ne sais plus maintenant. 4 ans et demi maintenant. Ouais. 4 ans et demi dans le cadre de la formation Yogi Bees Line, donc organisée par Cécile Fuselier, que vous connaissez peut-être. On s'est rencontrés, on faisait partie de la toute première cohorte de la formation. Et ensuite, donc c'est une formation pour apprendre à créer un programme en ligne ou une offre en ligne. Et on n'était pas vraiment en contact au début. Et puis après, on s'est suivis sur les réseaux sociaux sur Instagram. Elle m'a beaucoup inspirée par ses publications, sa créativité, parce qu'elle parlait aussi notamment de yoga aérien que moi j'enseigne aussi depuis quelques années maintenant. Et je l'ai contactée un jour pour, on peut dire du mentorat, pour m'aider à me débloquer au niveau créativité pour les cours de yoga aérien. Donc je l'ai rejoint dans le club où elle travaille en France et elle m'a montré plein de choses qui m'ont super inspirée à ce moment-là. Et depuis, on peut dire qu'on s'est plus quitté, presque. Depuis, on a connecté et puis depuis, on est devenu ce qu'on appelle dans notre jargon des business besties. On échange régulièrement sur nos différentes thématiques, que ce soit les thématiques liées justement à la créativité ou aux thématiques plutôt liées business. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle est là aussi dans le cadre d'un échange qu'on a fait. Donc, elle est venue me faire une demi-journée de mentorat sur de nouveau la créativité en yoga aérien et moi, une demi-journée de mentorat sur le développement de son business en ligne. Donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup de reconnaissance pour Coralie, pour qu'elle soit dans ma vie, dans mon quotidien et beaucoup d'enthousiasme à vous proposer aujourd'hui son histoire, ses insights et sa grande inspiration. Est-ce que c'était une bonne présentation ? Absolument, et puis je suis hyper émue, merci beaucoup. Je trouve qu'on a beaucoup de chance de s'être rencontrés, on se le dit souvent, mais vraiment, on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir communiquer comme ça. C'est un métier, souvent on se sent seul, et puis de pouvoir se retrouver sur des thématiques où on se sent compétente, mais en même temps on pourrait aller plus loin l'une et l'autre, et grâce à nos compétences respectives, vraiment on s'élève, et c'est hyper précieux, et je suis vraiment ravie de t'avoir dans ma vie, et ravie d'être là. D'ailleurs, à la fin, on va vous parler de nos projets communs, parce que bien sûr qu'on a des projets communs, donc vous voulez surtout pas manquer ça. Ok Coralie, alors j'ai quand même préparé un petit peu cette interview, même si ça va être aussi très spontané dans la lignée de la manière dont on travaille et dont on travaille ensemble aussi. Donc, pour commencer, j'aimerais bien sûr que tu nous parles de ton parcours qui est quand même un peu atypique dans le monde du yoga. Donc, que tu nous racontes un peu, Coralie, comment elle a débarqué dans le yoga, comment elle s'est sentie dans ce monde du yoga et comment elle a évolué dans le monde du yoga. Je peux. Alors, mon parcours avec le yoga, effectivement, moi au début, pour revenir à 12 ans en arrière, mon premier cours, je n'ai pas du tout aimé ça, vraiment. J'ai trouvé ça hyper rigide, j'ai pas compris vraiment ce qui se passait à ce moment-là. Donc c'est vrai que j'ai accompagné plusieurs fois. C'est comme ça que je suis rentrée en fait dedans, une amie qui voulait pas être seule à des ateliers, à des cours. Et en même temps, j'étais curieuse de comprendre, mais qu'est-ce qui fait que les gens y retournent tout le temps ? Je ne comprenais pas en fait. J'ai peut-être pas trouvé les bons professeurs à ce moment-là. Enfin, donc du coup, il y avait comme un gros point d'interrogation sur la discipline, quoi. Et parallèlement à ça, moi, je commençais à me mettre à fond dans la pole dance, qui a été un vrai coup de cœur. Et en 2015, j'ai commencé à enseigner la pole dance. Donc en fait, parallèlement à ça, ça s'est un petit peu entremêlé. Je voulais comme avoir une activité aussi pour moi à côté, qui soit hors de l'enseignement. Et puis, mais c'est vrai que dans le yoga, j'étais curieuse
de comprendre et j'arrivais pas à capter en fait. Je pense que j'avais vraiment pas trouvé le professeur et avec le recul, c'est même pas je pense, c'est que j'en suis sûre en fait. Une fois que tu captes avec un prof, c'est ce qui m'est arrivé plus tard. Et bien là, j'ai compris et au-delà de comprendre et au-delà des bénéfices que j'ai pu en retirer, c'est surtout l'énergie de la personne que je venais chercher. Donc vraiment, mes débuts avec le yoga, ils n'étaient pas vraiment faramineux du tout. Et puis c'est vrai qu'après, j'ai vraiment mis ça de côté puisque j'allais pas à des cours régulièrement, je faisais un peu des ateliers, donc il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de progression, il n'y avait pas même d'envie de progresser. Et j'étais pas dans le besoin d'une transformation non plus, tu vois. J'étais pas dans le besoin de me dire j'ai besoin de me relaxer ou j'ai besoin de m'assouplir ou que sais-je. Donc voilà, c'était un à côté sympa et puis voilà. Et donc le rapport au mouvement, pour moi, il est beaucoup dans la féminité aussi, dans la liberté du mouvement. Et la pole dance me permettait vraiment ce côté à la fois fitness, à la fois liberté du corps, etc. Et la chorégraphie, le mouvement, qui pour moi est super important. Et donc, très naturellement, je suis passée au yoga aérien. 3 ans plus tard. Et donc j'ai fait une formation initiale en yoga aérien. C'était pour moi tellement logique de rester un peu dans les airs, de continuer à voler en fait avec mon agrès de la pole. Je passais sur un agrès plus souple, encore plus déséquilibrant, avec une autre façon de bouger encore. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et là, c'est posé la question de la légitimité en fait. Dans ce mot de yoga aérien, il y avait yoga. Et en fait, j'étais qui pour enseigner le yoga aérien, tu vois. Avec le recul, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir fait ce que j'ai fait parce que ça m'a ouvert des portes. Mais en même temps, si j'avais voulu rester dans le yoga aérien, j'aurais très bien pu le faire, en fait. Mais à ce moment-là, j'étais pas à l'aise. Ou alors, il a fallu que je renomme le truc, tu vois. Et donc, j'ai fait une formation en yoga pour justifier le fait que j'enseigne le yoga aérien. Où là, c'était une évidence. Je fais ma formation, c'était sûr que j'allais l'enseigner. Là où, quand je fais ma formation de yoga, sur tapis, du coup, j'étais vraiment pas sûre que j'allais l'enseigner. C'était pour légitimer, en fait, tu vois. Donc voilà, je suis arrivée comme ça, en fait, au yoga tapis, pas pour valider une pratique ou quoi, parce que j'étais pas régulière dans ma pratique, et je l'étais après, en fait, tu vois. Mais voilà, donc je suis arrivée comme ça, un peu les choses à l'envers, presque. Je suis descendue de la hauteur pour arriver au sol. Et aujourd'hui, c'est vrai que mon yoga, il s'inspire de plein de choses. Il est multi-inspiré, c'est comme ça que je l'appelle. Vibratoire, c'est comme ça que je l'appelle. Enfin, il y a plein de choses, peut-être on en parlera après. Mais voilà comment je suis arrivée au yoga. Et c'est peut-être ça la différence aussi avec d'autres professeurs de yoga, c'est que j'ai pas au départ vécu une transformation, tu vois. Donc c'était pas genre aussi pertinent que des professeurs qui peuvent arriver sur le marché, des professeurs de yoga. Moi, c'était genre, ça me fait du bien. Et puis en fait, voilà quoi. Enfin, tu vois, j'ai pas cherché à guérir quelque chose, tu vois, vraiment. Et j'ai ce rapport, du coup, au mieux-être, au bien-être, dans le sens, juste, je me fais plaisir dans mon corps. Et ça imprègne énormément mon enseignement aujourd'hui, et ça fait une différence peut-être aussi avec d'autres professeurs sur le marché. Je peux rebondir sur ça parce que c'est une question que j'ai des fois en mentorat où on me dit oui, mais moi, j'ai pas eu une blessure ou bien moi, j'ai pas vécu la perte d'un être cher. Du coup, j'ai pas d'histoire à raconter dans mon contenu sur Instagram ou ce genre de choses. Et du coup, ils ont un peu cette impression d'avoir ce manque de légitimité parce qu'ils n'ont pas d'histoire exceptionnelle à raconter. Et moi, j'essaie toujours de les rassurer qu'il n'y a pas besoin d'avoir vécu quelque chose de dramatique ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est pas mon cas non plus. Et que la progression, les prises de conscience, elles peuvent aussi être finalement quelque chose de linéaire et qui se fait petit à petit. Est-ce que toi aussi, tu as des profs de yoga qui peut-être se sont sentis, avec qui tu as parlé aussi en manque de légitimité par rapport à une histoire qu'ils n'ont pas vécue ou quelque chose de similaire? Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu leur dis? Alors effectivement, c'est quelque chose que j'adresse souvent maintenant que je m'adresse beaucoup aux professeurs de yoga, des fois même en privé, au-delà des choses que je peux proposer en groupe. Effectivement, il y a comme ce besoin d'avoir vécu une transformation. Mais je suis qui pour enseigner le yoga alors que je ne suis pas souple, je ne sais pas faire le grand écart, j'ai pas vécu de blessures, j'ai pas vécu de trauma, enfin je me sens pas anxieuse dans la vie, tu vois. Enfin, à qui est-ce que je peux m'adresser pour être légitime dans ce que je fais? Et à ce moment-là, en fait, je prends mon exemple pour raconter aussi un petit peu justement de ce premier programme en ligne que j'ai créé donc maintenant il y a 4 ans, qui n'existe plus aujourd'hui et sur lequel j'avais travaillé donc au moment où on s'est rencontrés. Il s'appelait en fait Ekat et Séléné et c'était un programme en ligne sur qui était ouvert à mes élèves, pas aux profs de yoga d'ailleurs, pour en fait traverser les cycles lunaires, tu vois, et avancer dans la vie grâce à l'impact des cycles lunaires, tu vois. Et donc j'ai comme ça adressé ce programme à une vingtaine de femmes à l'époque, ce qui était exceptionnel pour moi quand j'ai lancé, mais tout ça pour dire que
quand je me suis posé la question de qu'est-ce que je peux faire en fait, tu vois, comment est-ce que... Mais en fait, j'ai rien vécu, je transforme rien dans ma vie. Enfin, et en fait, je me suis dit, si, tout simplement ça. Dans ma vie, je connecte avec la lune, toute nouvelle lune aux pleines lunes, tu vois. Et en fait, c'est déjà une forme de transformation. C'est juste que je l'avais pas vu parce que c'était pas genre énorme, tu vois. C'était tellement inscrit dans mon quotidien que c'était déjà là. Et en fait, je me suis tellement torturé l'esprit à me dire mais quel yoga avec lequel je peux impacter les gens, mais c'était déjà là. C'était pas forcément une transformation physique ou une transformation au niveau du stress, par exemple, pour parler très généralement, très globalement, mais c'était déjà là avec moi. Comment je mets sur le tapis, sous forme de journaling, sous forme de mouvement, sous forme de yoga, sous forme de salutation ou autre, adapter une énergie du moment, comment je peux connecter avec cette saison, cette énergie du moment qui nous impacte toutes en tant que femmes, avec la cyclicité aussi derrière. Donc voilà, en fait, je me suis rapprochée de ce qui existe déjà. Et en fait, le message à ce moment-là que je donne au professeur de yoga, c'est regarde, franchement, ce qui est dans ta vie aujourd'hui, tu vois. Est-ce que c'est le côté routine, par exemple? Tu vois, par exemple, il y a des gens qui ont extrêmement du mal à mettre de la routine dans leur vie. Ça pourrait les aider à ce niveau-là. Est-ce que c'est plutôt une liberté de mouvement? Est-ce que ce sont des pratiques courtes que tu fais toi? Et du coup, justement, tu pourrais ramener ça à des gens qui ont l'impression qu'il faut passer 1h30 sur un tapis de yoga pour, tu vois, que ce soit efficace, quoi. Donc, il y a plein d'axes à aller chercher aussi dans qui on est, en fait, à l'instant T, sans forcément se poser la question d'une transformation et d'une légitimité à toute épreuve, quoi. Moi, j'y crois pas forcément, puis ça met beaucoup de pression aussi. Je dis pas que c'est faux, mais je dis aussi qu'il y a une autre voie, et c'est celle que j'ai empruntée, et franchement, ça va très bien comme ça. Ce que j'entends aussi souvent, et dont on a d'ailleurs déjà parlé aussi dans l'épisode de podcast où tu m'avais invité, c'est en fait cette question de sortir des cases. Surtout après sa formation de yoga, où souvent on est quand même formaté, un peu dans un 200 heures, typiquement on est formaté à une méthode, selon une école, selon une philosophie, selon les points clés, etc. Et on sort de ce teacher training et puis on se retrouve avec un peu une liste de cases à cocher pour être le prof de yoga parfait selon l'école avec qui on a appris. Et bien sûr, on se met une pression énorme parce qu'on débarque dans un monde qui finalement ne reflète pas forcément ce qu'on a appris dans le teacher training. Et on peine, en tout cas c'est mon expérience et aussi l'expérience d'autres profs avec qui j'ai parlé, on peine après à trouver son style ou oser trouver son style qui ne va pas cocher toutes les cases forcément de ce qu'on a appris en teacher training. Donc toi, voilà, dès le départ, j'ai l'impression que tu n'as pas voulu cocher toutes ces cases. Et quel est le conseil que tu donnerais en fait aux profs qui sortent de teacher training? Alors, au-delà du fait de ne pas avoir voulu, en fait, c'est que je n'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que j'ai donné mes premiers cours avec cette petite checklist justement du professeur de yoga parfait et je ne me reconnaissais pas en fait. Je ne me reconnaissais pas dans la liberté, ce côté intuitif aussi qui est hyper important pour moi. Et je ne parle pas d'improviser nécessairement, je parle juste de laisser l'espace aussi à l'instant présent, vraiment de ce que je peux ressentir dans ma salle, etc. Et surtout, c'était robotique, quoi. C'était avant, arrière, c'était droite-gauche, c'était l'unique salutation au soleil. Et vraiment, je me suis ennuyée moi-même, en fait. Et je me disais, alors pas à chaque cours, mais je me sentais pas bien après. J'avais l'impression que c'était bateau, que c'était creux, et pourtant, mes cours, si je suis honnête, ils n'étaient pas mauvais non plus, même si je commençais à ce moment-là. Mais j'ai vraiment eu la sensation que je n'aurais pas pu durer. En gardant cette fameuse petite checklist, en gardant aussi le séquencing. Moi, ça a été un gros point, le séquencing qu'on avait appris en yoga teacher training. Donc, en fait, au-delà de le vouloir, c'est que j'ai senti au fond de moi que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, c'est comme si je créais une nouvelle identité. Tu vois, je mettais un masque du professeur de yoga. Non, en fait. Enfin, je me suis sentie presque étouffée, limitée. Et même si je ne remets pas en cause ma formation, qui était incroyable, mais finalement, je me suis dit, OK, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux laisser pour vraiment nourrir mon identité et ce que j'ai envie de transmettre? Et c'était pas forcément être original pour être original, c'était pas me démarquer, c'était juste un besoin à ce moment-là. Et du coup, j'ai écouté ce besoin. La chance que j'ai eue, en fait, c'est que quand j'ai commencé ma carrière vraiment d'enseignement sur le tapis, la fermeture Covid, en fait, la première est arrivée pendant du coup 7 mois. Et du coup, ça m'a donné comme la possibilité de réfléchir à ça, tu vois. Là où si j'avais eu la tête dans le guidon à déjà enchaîner des cours, j'aurais pas eu cette liberté de réflexion, de création,
d'études aussi à côté, tu vois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 2 mois pour me mettre en condition avec des remplacements qui m'ont été proposés tout de suite après ma formation. La fermeture Covid est arrivée et c'est là où j'ai commencé à remettre en question mes apprentissages. Pas sur le fond, parce qu'il est hors de question de remettre en considération le fond, mais comment est-ce que dans la forme, je peux réinventer, en fait, pas forcément mon yoga, mais une forme de cours qui va beaucoup plus me ressembler. Et ça a été vraiment immédiat. Et en fait, pendant la pause Covid, au moment où je créais aussi mon programme en ligne à ce moment-là, enfin quelques mois d'intervalle, j'ai regardé, j'ai fait, c'est pas possible qu'il y ait seulement une salutation, quoi. Il y a la salutation au soleil, donc il y a forcément la salutation, je sais pas moi, à l'ombre, tu vois, la salutation à la lune. Bon, après, évidemment, ça, c'était une évidence, mais... et du coup, j'ai trouvé plein de choses. Et je me suis dit, punaise, et du coup, je les ai apprises, j'ai fait un catalogue, et je me suis dit, quand je suis revenue, du coup, 7 mois plus tard sur mon tapis, j'avais plein de choses à proposer. Et des gens qui faisaient du yoga depuis 20 ans, là où moi, j'en faisais depuis 8 mois, en tant qu'enseignante, m'ont dit, mais Coralie, on n'a jamais vu ça. Et là, je me suis sentie bien. Tu vois, je me suis sentie bien. Je me suis sentie, ok, je ne suis pas une experte dans le yoga parce que je ne suis pas non plus très intéressée par la philosophie, très franchement. Donc, j'ai comme j'avais un petit manque, tu vois. Je me disais, en quoi est-ce que je peux compenser aussi au départ ça, tu vois. Et du coup, moi, je l'ai compensé. Alors, je mets des guillemets maintenant parce que ce n'est plus le cas. Maintenant, je sais que je suis dans ma vérité. Mais par... cette créativité a ramené des choses à l'intérieur d'eux. L'astro, pour moi, c'était une évidence, puisque j'avais déjà fait mon programme en lien avec les énergies lunaires et le lien du zodiaque. C'était une évidence que j'allais parler astro, là où je me l'interdisais au départ, parce que c'était genre un peu trop perché, tu vois. Donc, en fait, j'ai tout mis mes éléments entre eux, et ça a coulé avec fluidité. Et de 3 cours, je suis passée à 5, et de 5, je suis passée à 12, et c'était rempli tout le temps. Comment tu t'es... est-ce que ça sonne comme si tu t'étais auto-autorisé tout ça. Oui. Comment tu as géré ou est-ce que tu as dû gérer du coup des remarques ou le regard des autres? Est-ce que c'est inné pour toi de faire abstraction du regard des autres ou bien comment tu gères ça peut-être même encore aujourd'hui? Alors, c'est une excellente question parce que ça a été un gros sujet pour moi, en effet. Je me rappelle très bien, mais très, très bien, effectivement, ça me ramène à un moment précis où j'enseigne dans ma classe traditionnelle, où maintenant je sais que je commence à avoir un petit pool d'élèves qui sont réguliers pour mon yoga, ou en tout cas pour Coralie, ça c'est sûr. Mais je veux dire, j'ai en tout cas 20% de personnes qui vont venir à chaque fois que je connais pas ou qui viennent irrégulièrement. Et notamment une dame qui m'a dit à la fin, en fait, ce que vous faites, c'est pas du vrai yoga. Donc, je reviendrai pas. Waouh, tu vois. Et en fait, ça m'a... Je veux dire, sur le pool de personnes qui venaient à mes séances, il y a une dame qui m'a dit ça, en 5 ans, du coup, maintenant, tu vois, parce que j'ai jamais eu une fois ce commentaire. Et c'était la 2e année. Et je suis restée là-dessus, mais pendant genre des mois. Et en fait, quand je me présentais, je devais justifier que je faisais du faux yoga. Tu vois, bonjour, je suis Coralie, je fais du yoga. Enfin, je profite de yoga, mais c'est du faux yoga. Tu vois, je mélange un peu des trucs et tout. Et c'était comme légitimer ma différence. Et comme ça, au moins, on ne pouvait pas m'attaquer là-dessus, puisque déjà, je le présentais, tu vois. Donc, ouais, ça a été un gros sujet pour moi, c'est de sortir de ce truc de faux yoga, quoi. Mais je l'ai dit pendant, peut-être 2 ans, je te jure. Enfin, et à chaque fois, je le disais, je fais, putain, mais c'est pas possible, quoi. Sors de là, sors de là. Et en fait, ce qui m'a aidée, en fait, c'est mon propre programme que je propose aux professeurs de yoga, où je les aide beaucoup dans leur confiance, dans leur légitimité. En fait, j'auto-écoutais les conseils que je leur donne, et j'étais là, mais ok, bon. Et j'en parlais de ce truc du faux yoga, tu vois, mais je disais, mais oui, mais en même temps que tu leur dis ça, écoute-le pour toi, tu vois. Et du coup, j'en suis sortie aujourd'hui parce que j'ai vraiment ma signature et tout ça, mais effectivement, c'est... Alors, à la fois, cette remarque, j'en ai eu qu'une seule, ce qui peut peut-être aussi donner à réfléchir sur... Tu prends pas vraiment des risques, en fait. Tu as la proportion potentielle de mauvais commentaires sur la dizaine, les centaines d'élèves que j'ai pu avoir. C'est quand même hyper minimum, quoi. Au pire, ils reviennent pas, et puis fin de l'histoire, et tant mieux, en fait. Ceux qui sont pas connectés à ce que tu fais, à la rigueur, c'est un cadeau aussi, qui trouvent aussi leur professeur adapté ailleurs. Mais c'est vrai que le rapport avec ça, il a été compliqué au départ, vraiment. Et le regard des autres, je dirais que c'est plus le regard de mes pairs au début. Tu vois, c'est comment mes collègues qui enseignent un yoga traditionnel voient ça, en fait, et me jugent peut-être, tu vois. Et ça, je me suis aussi beaucoup posé la question. Il y a aussi ce rapport à la créativité. Moi, c'est un mot qui est fort dans ma vie, c'est une de mes valeurs principales, et j'ai toujours besoin de justifier encore des fois ce mot de créativité qui fait des fois peur, tu vois. Et là où moi, j'ai une créativité simple et réaliste, applicable à la vraie vie, au yoga de la vraie vie, à des vrais gens dans la vraie vie. Enfin, c'est pas des trucs de l'espace, mais ça,
besoin de le dire parce que j'ai l'impression qu'il y a cette peur aussi par rapport à ça. Donc, il y a la peur du regard de mes élèves. Ça, j'en suis sortie avec cette confiance que j'ai acquis dans la façon aujourd'hui dont j'enseigne, dont je suis véritablement, j'incarne, aujourd'hui, j'en suis sûre, mon yoga. Et je mets un grand M à mon aujourd'hui. Et s'agissant du regard des autres professeurs de yoga, je me suis rendu compte aussi que certains profs venaient à mes cours et revenaient à mes cours. Et c'est là où je me suis dit, même si on n'a pas le même yoga, en fait, c'est aussi ce qu'ils viennent chercher. C'est au-delà de s'inspirer, c'est juste un temps pour eux. Et mon yoga leur correspond. Donc, on n'est pas obligé d'enseigner non plus ce qu'on aime forcément. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Du coup, tu nous as parlé de cette valeur forte de la créativité. Du coup, c'est quoi pour toi la créativité? Explique-nous. Oui, je vais te dire déjà, c'est oser, clairement. On va reprendre le thème de ton podcast. C'est oser. Et pour moi, un des grands piliers de la créativité, c'est la curiosité. J'entends la créativité, c'est pas comme l'inspiration. L'inspiration, elle va venir de l'extérieur, ok? Pour moi, la créativité, elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire que dans mon programme, etc., ou les personnes que je vais accompagner, souvent, je vais travailler avec des contraintes. Je vais leur dire, pars de là, fais ci, imagine que tu fais tout sauf ça, et de là naît quelque chose. Et pour moi, c'est ça la créativité. Je te disais à l'instant que j'avais une créativité que j'appelle simple et réaliste. C'est parce que je ne réinvente jamais la roue. Je ne vais pas faire des choses incohérentes. Par contre, je vais peut-être ramener une salutation très différente à d'habitude. Je vais peut-être parler d'astrologie. Je vais peut-être parler d'un thème en l'amenant de manière très différente aussi. Je vais juste faire un puzzle cohérent de plusieurs outils qui, moi, me semblent créatifs. C'est pas forcément créatif pour tout le monde. C'est pas forcément dans un flow, il y aurait 18 postures avec des mouvements de bras de l'espace et des machins. Moi, je vois des flows qui sont soi-disant, on va dire, posturaux ou fonctionnels qui sont beaucoup plus créatifs que ce que je fais par rapport à des transitions que je trouve compliquées pour mes élèves, par exemple, tu vois. Là où moi, je ne m'inscris pas du tout là-dedans. Pour moi, la créativité, c'est vraiment le fait de pouvoir mettre les pièces d'un puzzle ensemble, pas trop non plus pour pas embrouiller la tête des gens, mais que ça vienne de toi et que tu te sois posé la question de, avec cet outil-là, comment je les mets en ordre pour que ce soit à la fois plaisant pour moi, que je m'éclate dans la création de mon cours, peut-être esthétique si c'est important pour toi, très bien. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Mais j'ai envie de te dire, c'est oser et être curieux, curieuse sur son tapis, déjà pour soi, avant même de penser à préparer un cours. Moi, quand je suis dans mon espace de créativité, il y a des choses qui sortent qui valent rien, que jamais je vais reprendre, tu vois, genre, non, aucun intérêt anatomiquement, aucun intérêt sur un thème, c'était juste rigolo de bouger, mais en fait, on s'en fout, tu vois. Mais par contre, il y a plein de belles choses qui ressortent, et c'est là où il y a aussi une grande fierté, je trouve, qui ressort de ça, c'est de te dire, waouh, j'ai pu créer quelque chose, et dans le mot créativité, il y a créer, tout simplement, quelque chose qui m'appartient, et qui n'est pas copié ou récupéré d'eux. C'est OK de copier, mais au bout d'un moment, quand tu veux vraiment durer longtemps, c'est épuisant de chercher l'inspiration à copier tout le temps. Mais je vais chercher où maintenant la prochaine inspiration? Quand tu sais que tu as peut-être déjà tous les outils avec ce que tu connais, plus d'autres outils, effectivement, qui peuvent aider, bien sûr. Ouais. Bien sûr, j'adore cette notion de lier la créativité avec le fait d'oser, parce que c'est aussi des choses dont moi je parle, donc c'est clair. Maintenant, quel serait... ton conseil principal, parce que c'est facile de dire, ouais, il faut oser, mais vas-y, ose, quoi, ose. Mais concrètement, dans le concret, quand tu travailles avec des profs de yoga dans ton programme ou dans tes discussions, quand tu remarques vraiment qu'il y a des blocages par rapport à ce fait d'oser, quels sont les conseils vraiment pratiques que tu pourrais leur donner? Oui. Alors déjà, ça va être de commencer tout petit. Tu vois, commencer tout petit. Il y a une règle que j'aime bien, dont je parle aussi dans mon podcast, peut-être que tu l'as déjà entendu, c'est en fait changer 1% ou 5%. C'est symbolique, d'accord? Par exemple, peut-être de monter sur demi-pointe dans un guerrier, de soulever le talon à l'avant. Tu vois, c'est un élément créatif qui est peut-être, je dirais, anecdotique, mais peut-être tu l'as jamais fait. Et peut-être que tu n'oses pas parce qu'un vrai guerrier, c'est avec les deux pieds bien dans le sol. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, c'est, voilà, dans mon guerrier, comment est-ce que je peux changer 1% de ma posture? C'est peut-être de décoller mon talon. C'est peut-être de faire une rotation externe avec l'épaule à l'avant, tu vois, pour avoir une autre sensation d'ouverture. C'est peut-être de placer le regard plutôt qu'à l'avant, regarder derrière. Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est de commencer comme ça. Et en fait, on se rend compte que, in fine, t'es pas en danger. En fait, t'es pas en train de te cramer en tant que professeur de yoga. T'es pas en train de
mourir sur ton tapis. Il n'y a pas la police du yoga qui va arriver en disant « Ouais, My God, le drishti dans le guerrier 2, c'est au bout de l'index. » Enfin, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui t'empêche de regarder ailleurs une fois et de l'essayer? Qu'est-ce qui t'empêche de décoller un talon? Enfin, c'est des petits exemples, tu vois, comme ça. Donc, en fait, le premier conseil pratico-pratique, je ne dis pas de tout chambouler d'un coup, bien sûr que non, mais des tout petits pas. Ou encore une fois, tu te dis, OK, dans la salutation au soleil, systématiquement, je descends dans ma pince, voilà, en enroulé par exemple. Et aujourd'hui, je fais tout sauf ça, tu vois. Est-ce que je peux mettre les bras sur les côtés? Est-ce que je peux mettre avec un mudra différent? Est-ce que je peux regarder devant plus longtemps? Et ça crée quoi dans mon corps? Et est-ce que je peux du coup créer un thème avec ça? En fait, en variant ça dans ma salutation au soleil, je comprends que je peux créer un cours sur l'ouverture du chakra de la gorge, par exemple. Et tiens, bim, et je transforme juste ouvrir un peu plus la gorge dans tout mon cours, tu vois. Et j'ai pas recréé un nouveau cours, mais je suis allée voir sur un petit quelque chose de différent. Pardon. Un petit quelque chose de différent. Okay. Donc, voilà. Ouais, commencez petit. Commencez petit. Okay. Et si maintenant on sort un petit peu de l'aspect technique, séquençage, cours de yoga, oser plus avec le regard sur l'identité du prof de yoga, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette thématique-là? Ouais, alors ça, c'est encore un step au-dessus, quoi. Hein. C'est vraiment s'assumer, c'est vraiment se confronter au regard des autres. Et ça aussi, ça prend des étapes. Je dirais que c'est sortir du formatage, aussi dont tu parlais par rapport à la lignée ou à l'école. Moi, j'ai remarqué quelque chose dont j'ai discuté avec plusieurs professeurs de yoga, cette espèce de fidélité qu'ils ont en fait à leur premier formateur ou à leur mentor, tu vois, même des fois à mimer un petit peu leur intonation de voix dans un cours, c'est comme rassurant, tu vois. Et déjà, la première étape, c'est vraiment de sortir de ça. C'est, OK, j'ai été inspirée, j'ai été formée par cette personne-là, mais en fait, maintenant que j'ai compris les principes, je peux peut-être commencer à m'extraire de ça. Tu vois, ça, c'est déjà une première étape. Il y a une citation que j'ai plus en tête, mais en gros, c'est « Avant de briser les règles, apprends à les maîtriser. » Tu vois, c'est un peu ça. Maîtrise les règles, maîtrise tes fondamentaux, et après, garde ce qui est OK pour toi, laisse ce qui n'est pas OK, et tu n'es pas en train de faire une offense au yoga traditionnel. Tu es juste en train de l'adapter à qui tu es, et c'est parfait. Moi, je pense très sincèrement, peut-être pas l'unanimité avec ça, mais qu'il y a autant de yoga que de professeurs. Tu vois. Et en plus, aujourd'hui, on va pas se le cacher, un cosmos hyper concurrentiel, tu vois. Enfin, post-Covid, on sait ce qui s'est passé. Je me dis, mais ça mange pas de pain de juste proposer, en fait, qui tu es. Je suis convaincue, et je crois qu'on a ça en commun aussi, que des élèves vont venir chercher l'énergie du professeur de yoga. Et moi, je l'ai vécu, je t'en parlais tout à l'heure, c'était jusqu'à ce que je trouve la personne qui m'a fait connecter à ça. Donc, peu importe si je suis une porte d'entrée vers un yoga plus traditionnel plus tard. Peu importe si je suis la finalité d'une élève qui cherchait ce style de yoga, à un moment donné, on va se rencontrer pour justement grandir et bouger ensemble. Et le yoga est un prétexte à ça. Tu vois ce que je veux dire? Magnifique. Formidable. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'est juste de déjà sortir de cette forme de fidélité probablement inconsciente à ton mentor, mentor, formateur, peu importe. Et puis ensuite, c'est de se dire, moi, je travaille beaucoup sur les valeurs, en fait, et sur le pourquoi. Vraiment, c'est important pour moi. C'est pourquoi est-ce que j'enseigne le yoga? Donc, il y a cette question de, oui, mais moi, j'ai rien vécu de transformateur avant, nanana, mais il y a bien quelque chose, tu vois. Pourquoi tu te lèves le matin? Il y a aussi ce truc de, oui, mais moi, c'est un boulot à côté, je passe à temps plein. Mais c'est pas grave, en fait. Tu vois, ça doit pas être moins important, et en même temps, tu ne mets pas non plus la pression. Enfin, il y a comme un juste milieu à trouver pour que ça reste léger et fun. En fait, on fait un métier qui est magnifique. Et des fois, c'est même pas ton gagne-pain principal. On se met énormément de pression. Donc voilà, oser, c'est s'autoriser à, en fait. Tu vois, donc il y a plein de choses où je peux aider à s'autoriser. Mais après, c'est vrai qu'il y a des freins qui sont plus de l'ordre de... Est-ce que ça va plaire? Pour le savoir test, en fait. C'est comme la première face cam, tu vois. La première face cam, souvent, on s'en fait toute une montagne. Moi, je m'en rappelle la première, mais j'ai passé 3 heures pour faire 32 secondes, quoi. In fine, voilà, je suis pas morte. Donc, une fois que tu rassures ton système en disant c'est bon, tu l'as fait, t'es pas morte, c'est OK. Donc, essaye-le une fois. Et puis, vois ce qui se passe, comment tu t'es sentie, réajuste. Tu vois. J'aime bien que tu prennes l'exemple de la face cam parce que justement, un des thèmes que je voulais aussi aborder avec toi, c'est que en tant que prof de yoga, on a aussi besoin de se rendre visible. Et ça, c'est une thématique aussi sur laquelle on échange beaucoup, la communication, Instagram, bien sûr, toutes ces thématiques-là. Comment pour toi...
le fait de pouvoir justement assumer, peut-être sortir des cases, son style peut aider à la visibilité. Alors au départ, aider à la visibilité, je le voyais pas forcément comme ça, tu vois, parce que justement c'était waouh, je vais montrer ma différence, tu vois, comment est-ce que ça va être reçu, perçu, etc. Moi, ça m'a vraiment mis un moment. En publication, pas trop. C'était plus les stories, tu vois, ce truc un peu plus intime comme ça, où tu étais plus proche des gens, un peu plus intime. Voilà, c'était tout de suite plus intimidant. Mais finalement, de prendre ça pour un jeu, c'est chouette, tu vois. Finalement, je me dis que j'oblige personne à regarder. Donc regarde qui a envie de regarder et puis voilà. Donc on n'impose rien en fait quand on accède à cette forme de je te donne ma visibilité, mais tu es libre de regarder ou pas. Donc ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, j'ai envie de te dire que pour faciliter la vie dans la communication, je vais revenir sur ce pourquoi dont je te parlais, sur les valeurs. Alors c'est pas évident à déterminer au départ un peu tout seul, mais il y a forcément des grands traits qui vont ressortir de ça quand tu commences à trouver un peu ta voix. Ça n'a pas besoin d'être figé dans le marbre et ça bouge avec le temps bien sûr, mais sur l'instant T, quand tu viens communiquer sur ce qui est vraiment important pour toi, bon moi j'ai choisi du coup trois choses qui sont la confiance, parce que pour moi c'est juste, c'est essentiel. Je mixe un petit peu là-dedans la légitimité et je vais parler aussi beaucoup inspiration / créativité, dépendamment de quel côté de la lanterne je me place. Mais voilà, donc j'ai choisi ces axes-là parce que c'est important pour moi, par rapport au professeur de yoga et par rapport à mes élèves, vraiment c'est plutôt le côté liberté, etc. du mouvement, c'est viens comme tu es, c'est voilà. Et une fois que tu restes là-dedans, je crois que c'est ça aussi qui facilite beaucoup la communication, parce que tu te sens à l'aise là-dedans. Je veux dire, c'est facile, c'est quelque chose qui est tellement important et naturel pour toi que du coup, tu trouves les mots, tu trouves les idées, tu trouves peut-être des photos plus facilement. Tu as envie de faire un shooting photo parce que tu as envie tellement d'incarner le truc que c'est facile pour toi. Enfin, et quand je dis facile, il y a évidemment des freins à chaque étape, mais c'est quand même plus logique, plus incarnant. Et donc, c'est toujours un travail que j'invite à faire, et je crois que toi aussi, en fait, c'est d'un peu mieux se connaître, tu vois, et pas de vouloir faire plaisir aux autres, tu vois, c'est de se dire, de moi à moi, c'est quoi qui part, en fait, tu vois, c'est pas ce que les autres attendent de moi, auquel cas, on n'est pas forcément aussi dans notre vérité, entre guillemets. Donc voilà, moi, je reviendrai toujours à cette espèce de grand pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je me lève le matin? C'est quoi, en fait, dans le yoga que j'aime? C'est quoi quand je prends un cours de yoga qui me plaît? Tu vois, et du coup, de revenir à ça et de parler de ça avec tes mots. Pas besoin d'en faire des caisses. Donc voilà, au-delà de juste expliquer pourquoi il faut aligner le pied comme ça et la hanche comme ça dans Trikonasana, je veux dire, aujourd'hui on s'en fout un peu, clairement. Ce qui va compter, c'est l'énergie de la personne, c'est ton univers, c'est tout ça. Et en fait, bizarrement, non, maintenant je dis bizarrement par rapport à Coralie d'il y a encore un an en arrière, mais ça intéresse les gens, en fait, de savoir qui tu es, etc. Enfin, voilà. Donc, d'oser. Ouais, c'est vrai que moi, c'est aussi toujours ce que je dis aux profs de yoga, c'est que, enfin, aux profs de yoga, aux autres entrepreneurs que j'accompagne, que finalement, justement, des alignements de Trikonasana, tout le monde peut faire ça, quoi. Hein, mais en gros, c'est pourquoi toi, effectivement, tu enseignes le yoga et pourquoi toi, tu as choisi peut-être de pas aligner ton Trikonasana ou de faire danser ton Trikonasana ou de le faire chanter ou quoi que ce soit. En fait, c'est ça aussi qui va nous intéresser et puis qui va aussi permettre de créer du lien et de trouver les gens qui résonnent avec toi. Et c'est pour ça que c'est tellement intéressant de faire infuser aussi des choses dans ta pratique ou dans ta communication qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres et qui sont peut-être pas forcément yoga et qui sont pas peut-être le vrai yoga, parce que de toute façon, qu'est-ce que le vrai yoga? Donc, ces éléments qu'on pense des fois venir peut-être brouiller le truc ou comme ça, mais en fait, c'est exactement ces éléments-là qui vont te permettre de te différencier et de sortir du lot, quoi. Donc, je pense que sur cette thématique, on est de nouveau 100% alignés. Mais je pense que ça reste difficile pour les profs de yoga et surtout les jeunes profs de yoga ou peut-être ceux qui sont aussi coincés pendant plusieurs années dans un truc où au bout d'un moment ils ont envie de sortir, de s'autoriser ça et d'avoir la validation extérieure. Et c'est pour ça que je pense que c'est tellement important d'avoir des personnes comme toi,
par du contenu, par le podcast ou par le programme qui vont inspirer et autoriser, ou donner cette autorisation de faire ça. Donc, j'en profite pour faire le lien avec ton podcast et puis aussi ton programme. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus maintenant. Alors le podcast, c'est vraiment un canal que j'adore. Surprenamment, je me suis laissée emporter par ça il y a maintenant plus de 2 ans et demi. Et c'est une façon pour moi de vraiment rentrer sur des sujets de manière précise. Et j'ai donc ce podcast Des paillettes sur ton tapis, un épisode tous les 15 jours, le lundi matin, où j'essaye vraiment d'adresser des problématiques de la vraie vie des profs de yoga. C'est-à-dire qu'on me le dit souvent, que c'est déculpabilisant, que c'est un peu sans filtre. C'est vrai que je vais pas t'expliquer comment, encore aligner une posture ou parler de blessures, par exemple. Tout ça, c'est pas du tout mon domaine. Je vais vraiment parler de partage d'expérience quand c'est nécessaire, des interviews aussi, toujours effectivement en lien avec la créativité ou le fait d'aller oser, d'aller, se faire confiance aussi beaucoup, en fait, qui m'intéresse. Et puis, on va parler aussi d'outils, très concrètement, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment tout un panel. Aujourd'hui, quand on enregistre cet épisode, il y a 62 épisodes qui sont sortis. Et quand je regarde un petit peu ce que j'ai déroulé depuis 2 ans et demi, c'est vraiment, il y a une pépite dans chaque épisode, quoi. Je ne vais pas me lancer de fleurs, mais vraiment, j'ai la sensation qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui peut vraiment impacter l'oreille, faire un déclic, en fait. Et c'est ça que j'ai envie dans ce podcast. Le programme, je pense que tu parles de Let It Flow, du coup. Oui. Donc, Let It Flow, c'est mon programme signature. Là, j'en suis à la dernière cohorte. C'est mon dernier petit groupe en ce moment, puisque courant 2025, il va passer sur un autre format, avec une petite refonte et puis des petites choses qui vont naître à partir de la mi-année. Donc, c'est mon programme, en fait, pour simplifier la vie aux professeurs de yoga. Et tu parlais à l'instant des professeurs qui ont aussi plus d'expérience que les jeunes profs aussi, auxquels je m'adresse beaucoup. Et c'est tout à fait vrai. Je veux dire, dans ce programme, j'ai eu des profs qui avaient largement plus d'expérience que moi en termes d'enseignement, 10, 13, 15 ans d'enseignement, et qui avaient besoin de ce renouveau créatif, qui avaient besoin de cet élan d'inspiration, après s'être enfermés dans quelque chose qui commençait à les étouffer. Et puis parce qu'eux-mêmes, ils avaient changé, en fait, tu vois, de multi-inspirations à nouveau depuis une dizaine, quinzaine d'années. Donc, c'est un programme dans lequel je vais dérouler, bien sûr, un peu d'identité. On va travailler sur ce pourquoi, pour légitimer aussi, en fait, un filtre à travers lequel tu vas pouvoir trouver ta propre créativité, tu vois. Donc, en fait, moi, j'amène après des dizaines d'outils. Évidemment, c'est progressif au niveau des salutations, comment pimper ta salutation au soleil, comment thématiser un cours, comment recycler tes cours. On parle du pouvoir des mots, on parle de trouver les mots adaptés à des thèmes. L'idée, c'est que tu te crées des tiroirs et que quand tu crées ton cours, tu peux instantanément, tu vois, genre, boum, tu comprends, tu sais, en faisant un choix cohérent par rapport à un thème, par exemple, ou une intention, tu peux créer ton cours rapidement sans sacrifier la qualité de tes cours. Et en comprenant exactement ce que tu fais, sans te dire, j'ai pas mes 30 postures, j'ai pas mon truc pour le centre du corps, j'ai pas mon équilibre, j'ai pas parlé de philosophie yoga, oh my god, mon cours il est nul, tu vois. Donc moi, je pars sur complètement autre chose, je simplifie le séquencing, mais je rends les cours, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'estime, je ramène de la cohérence aussi beaucoup. Tout en simplifiant, en fait, le processus, pour ramener du fun aussi dans la création des cours. Tu vois, moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de pression sur la création des cours. Des fois, on peut mettre 2 heures préparer un cours d'1 heure. Moi, je pense rentabilité aujourd'hui, je suis entrepreneur. Voilà, donc j'essaie de ramener tout aussi autant. Je ne cherche pas à faire vite, mais il y a des moyens de se simplifier la vie, et c'est ce que j'apporte aux professeurs de yoga avec ce programme. Voilà. Magnifique. Programme que j'ai moi-même suivi d'ailleurs et qui m'aide au quotidien pour préparer mes cours, pour m'inspirer, pour aller piocher dedans de nouveau quand je suis aussi en manque d'inspiration de mots ou justement d'outils ou d'astuces qui vont me permettre de me faciliter la vie. Bon, et bien sûr, avec tous ces échanges qu'on a, on a d'ailleurs déjà fait plusieurs petites collaborations. On a envie... on a l'élan, on va dire, de créer plein de choses ensemble. Donc, j'aimerais aussi profiter de ce podcast pour faire un petit teasing, on va dire, sur l'un des projets qu'on a en commun. Ce qui nous rassemble, à mon avis, aussi beaucoup dans l'enseignement du yoga, c'est le rapport
au mouvement plus fluide, plus intuitif, l'approche somatique aussi et la musique. C'est vrai. Donc, on a envie de créer quelque chose dans ce sens. Donc, on commencera par une retraite de yoga. Si possible, on est en train de chercher un lieu, si possible, quelque part où c'est incroyable, où il fait chaud, qui s'adressera d'ailleurs pas seulement aux profs de yoga, mais à tout le monde, à toutes les femmes qui ont envie de venir faire une expérience à travers leur corps, grâce au yoga, mais aussi grâce à une vision plus large du yoga, de la féminité. Voilà, en tout cas, c'est ma vision. Quelle est ta vision de ce projet commun ? Ma vision, j'ai envie de te dire, je le vois comme un truc vraiment fun et léger, tu vois. Je le vois comme un peu un festival d'expérience, tu vois, vraiment de faire, voilà, expérience jour 1, expérience jour 2, et ouais, un petit festival, hein, une ode à la liberté du mouvement aussi. Voilà comment je le vois. Tu as parlé d'endroits exceptionnels. Pour moi, c'est important. J'aime les écrins, j'aime les endroits qui m'inspirent aussi. Et je dis pas que c'est forcément beau, mais il y a un truc, tu vois, dans l'ambiance. Et ça, j'y suis sensible. Et je suis sûre qu'on trouvera un espace qui nous correspond pour ça. Et puis, encore une fois, même pour nous, tu vois, d'oser, en fait. Je me réjouis vraiment de ça, parce qu'on va pleinement pouvoir s'exprimer dans ce qui nous fait vraiment kiffer. Et puis la musique, effectivement, aura une grande part, puisque nous enseignons en musique. Et on va même plus loin encore dans l'expérience musicale, avec le yoga comme outil aussi. Donc, ouais, j'ai envie de te dire un petit peu une explosion de saveurs dans tout ça, tu vois. C'est le menu dégustation du yoga, un peu plus libre, un peu plus... Ouais, et puis dans la fluidité, quoi. Vraiment la fluidité, la légèreté, quelque chose de fun. Voilà, on va jouer au yoga. Ouais. J'adore cette expression que je te pique d'ailleurs régulièrement, jouer au yoga. Donc si ça vous intéresse, cette expérience de jouer au yoga avec nous, je vais vous mettre un petit lien sous la vidéo pour rejoindre une liste d'attente, ou une liste en tout cas pour... recevoir les informations. Ce ne sera pas pour cette année, mais on y travaille. OK, alors, pour terminer, Coralie, j'aimerais te proposer un petit jeu. 5 questions, et simplement tu me dis « j'ose » ou « j'ose pas ». OK. Ah, tu as le droit d'expliquer en gros pourquoi tu oses ou tu oses pas, mais on va rester assez bref pour cet exercice de conclusion. OK. Alors, est-ce que tu oses ou tu oses pas enseigner un cours de yoga sans musique ? J'ose, et dans ce cas-là, je vais le faire en collaboration, souvent avec quelqu'un qui va faire du bol sonore, par exemple, ou alors vraiment en silence dans mes séances de Deep Yin, où je m'autorise vraiment le silence, et c'est hyper profond. Ça reste des ateliers ponctuels pour moi, en mode vraiment, c'est une petite pépite, mais je le fais pas systématiquement, mais oui, bien sûr, ça m'arrive, et avec grand plaisir. Improviser totalement un cours sans plan. Oui, ça m'arrive. J'ai clairement pas le temps de préparer tous mes cours, mais j'ai toujours ce temps entre chez moi et là où je travaille. J'ai 20 minutes de route, et là, j'ouvre mes tiroirs et boum, ça vient tout de suite, quoi. Donc oui, ça m'arrive, bien sûr. Magnifique. Notamment, je pense aussi grâce aux outils que tu enseignes dans ta formation. Mais j'utilise tout ce que dans ma formation, je sais exactement ce que j'utilise. Enfin, j'ai rien inventé. C'est juste ce que j'utilise moi. J'ai tout mis là-dedans, quoi. Et j'en apprends encore d'autres que je suis en train de masteriser et qui viendront aussi dans la refonte du programme cette année. Okay. Faire un cours en duo avec une prof très différente de toi. Oui, ça m'arrive, et j'ai toujours un petit peu peur, je te le cache pas. J'ose, mais je me dis toujours, est-ce que ça va coller ? Mais oui, j'ose, ouais. Magnifique. Tester un cours de yoga les yeux bandés. Je l'ai jamais fait. Je le fais en yin yoga aussi, où je mets des petits bandeaux sur les yeux de mes élèves pour les plonger dans le noir. Mais moi-même, d'avoir pris un yoga traditionnel les yeux bandés, je n'ai jamais fait. Je ne sais même pas pourquoi, parce que j'en ai déjà vu dans les plannings et je me suis jamais inscrite. Donc tu oserais y aller ? Ah oui, à fond dans les sensations, grave, ouais. Okay. Dernière question, faire de l'acro-yoga avec Tina. On en a fait un petit peu hier, c'était dramatique. Je suis absolument pas faite pour l'acrobatie, on a bien rigolé, mais oui, du coup, j'ai osé. Ouais. J'ai osé. T'as osé, et puis je vais vous mettre une petite preuve rigolote en vidéo, en clôture de cet épisode.
Voilà, dernière partie absolument pas préparée. Enfin, pas pour ta part, pour ma part, oui. Est-ce que tu as un mot de la fin, un mot de clôture? Eh bien, déjà, merci beaucoup Tina, parce que c'est un vrai honneur de faire partie de ton univers. Tu me trouves inspirante, je te trouve extrêmement inspirante aussi. Et d'être sur ce podcast, les femmes qui osent, pour moi, c'est un grand cadeau. Parce que vraiment, je sais à travers la pole dance que j'ai aidé énormément de femmes à révéler aussi leur féminité, à juste se regarder dans un miroir. Je veux dire, tu vois, c'est rien, mais pour moi, c'est énorme. Et j'essaye vraiment d'avoir un impact sur les professeurs de yoga. Non pas que je le veuille pour le vouloir, mais c'est juste que c'est un tellement beau métier, il y a beaucoup de freins. Et ouais, des fois, ça prend juste un tout petit pas. Donc, j'ai envie juste de peut-être proposer un premier petit pas, en fait, aux professeurs de yoga qui nous écoutent. C'est quoi le prochain petit pas que tu peux mettre en œuvre pour aller vers un petit peu plus de légèreté, un peu plus de toi, un peu plus de fun, peu importe ce qui est important pour toi, de faire un peu la promesse de, OK, mon premier prochain pas, c'est ça. Il n'a pas besoin d'être énorme, en fait. Et puis, merci pour tout ce que tu proposes aussi, les vidéos YouTube, pour nous décomplexer la vie technique, etc. Enfin, ouais, franchement, je suis hyper reconnaissante de t'avoir aussi dans mon cosmos business. Et au-delà de ça, puisqu'on s'est vu de près hier pendant la chorégraphie. Merci beaucoup, Tina. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. J'adore le fait que tu nous laisses comme ça avec une petite clé, un petit truc actionnable immédiatement. Donc, j'espère que vous mettrez ça en place. Et puis, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Bienne, jusqu'en Suisse. Merci pour votre écoute. Et puis, comment on conclut? Je sais pas. Comment tu conclues? Je sais pas, à plus dans plus. On dit comment aussi? Chobon? Chobon. Tschüss zusammen. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo et dans un prochain interview. Merci beaucoup. Merci.